faut savoir que Jérém prend un grand plaisir à m'imiter. Ouais. Ce que je trouve drôle, en vrai. Ouais, bon, il se vexe une fois sur deux. Je l'ai vu pleurer une fois. Malheureusement, j'ai essayé de le consoler, mais ça n'a pas suffi. Il m'a dit, tu me casses Bah, ça me fait rire, je vais pas le faire un petit coup. Toi, Lucas, tu nous dis. J'ai pas regardé le Grand Prix. J'en ai Comment il va, mon Jérém? Il va super bien, le Jérém. Comment il va, le Lucas? Ça va. Alors les gars, on va un peu préciser cette situation parce qu'on est en train de rire beaucoup depuis ce matin, depuis qu'on a commencé à arriver à Autopassion Café, endroit où on tourne ce podcast maintenant depuis 3 épisodes. On les remercie encore une fois. Merci. Ah ouais. Génial l'endroit. Merci. On rit parce que c'était un peu sportif ce matin. Savoir qu'Autopassion Café fait le petit déjeuner d'un hôtel qui est à côté. Et donc, forcément, là, aujourd'hui, avec le cadre qu'on a choisi, derrière, on a des tables avec des couverts. Et donc, c'est là qu'est hosté le petit déjeuner de l'hôtel. Et donc, on s'est retrouvé pour pouvoir faire ce podcast dans les temps, aider la personne qui donc nettoie en général et dresse les tables, pour qu'on puisse faire ce podcast dans les temps, pour ne pas avoir de bruit. Voilà. Et tu me voulais vraiment, c'est pour ça. Ah oui, on voulait faire ce podcast avec Jérém. Jérém, tu m'as dit que tu allais bien. Oui, ça va. C'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Après une telle aventure, ça ne peut qu'aller bien. Et c'est surtout que là, nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va pouvoir discuter, on va pouvoir refaire le monde de la Formule 1, peut-être d'autres choses. Vous verrez bien. Jérém ne l'a jamais dit, mais il a fait de la radio. Voilà. Il travaillait sur FIP. C'était lui. Oui, sur FIP, sur 5.1, super. Ah oui, excellent. Très bonne référence, bravo. On aime ça, les bonnes références. On aime particulièrement. Je sens qu'on va s'amuser. Jérém, petite anecdote pour commencer ce podcast. Oui. Je vous écoute. On s'est rencontrés tous les deux sur une application. Oh. Non, c'est faux. On s'est rencontrés. Techniquement, c'est vrai. Hein. Oui, cette application s'appelle Instagram, en fait. Exactement. Oui. Mais ce n'était pas une application de rencontre. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ah, cette histoire, c'était le bon vieux temps. Mais j'aime beaucoup me rappeler de ça parce que ça rappelle d'où on vient. Je pense que c'est important. Non, mais en vrai, je suis très sérieux là-dessus. Ça rappelle d'où on vient. Je crois que la première fois, c'était moi qui t'avais ajouté sur Instagram. Et c'est toi qui m'avais parlé pour la première fois. Mais à l'époque, on avait tous les deux moins de 1000 abonnés. Sur Instagram? Non, sur YouTube. Non, pas moins de 1000. Alors, peut-être, moi, je devais en avoir un petit peu plus de 1000. Toi, t'étais en dessous. Et oui, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être. Mais ouais, on s'était rencontrés comme ça. Et on se partageait un petit peu les galères de youtubeurs qui essayaient de monter, qui essayaient de trouver les secrets de l'algorithme, qui essayaient d'élargir un petit peu l'audience et de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et je tiens vraiment ces petites conversations en haute estime parce que, encore une fois, ça rappelle d'où on vient. Et je pense que c'est important. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était au Café du Départ, à Paris, donc à Saint-Lazare. Exactement. Resto, café, où on va toujours, d'ailleurs. Ouais, bah d'ailleurs, on ne change pas de vie, on est très chiant comme ça. C'est clair. Et on avait à l'époque, je crois, toi, t'avais 13 000 abonnés, moi j'avais 8, donc on était vraiment sur le début, le début de tout ça, c'était en 2021. Ouais, en 2021, ça date. Hein. Et c'était juste avant que tu te lances justement à temps plein, en auto-entrepreneur, etc. Et moi, j'étais en train de te dire... Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et je l'ai toujours pas fait. C'est d'ailleurs toi qui m'avais soufflé l'idée de faire des previews. Tu m'en veux pas? Il y en a eu 560 depuis. J'ai des cernes comme as. Et Antoine, qui est derrière la caméra, s'est régalé à en monter une partie. Ah ouais. Voilà. On le salue d'ailleurs, Antoine. Hein. Il n'a pas fini de se régaler d'ailleurs. Il est fatigué comme tout le monde, c'est-à-dire? Bah parce qu'il va encore en monter des previews. Eh oui. Je vous rappelle qu'à l'heure où on tourne, il en reste 2 à faire. Et ce ne sera pas une mince affaire, je vous le dis. Tu fais exprès de faire des rimes? C'est le poète de la Formule 1, qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais t'en parler après. D'ailleurs, j'en profite. Oui. Pour te demander. Demande. Si tu peux te présenter. Ok, alors j'ai dit poète de la Formule 1 vraiment pour plaisanter. En fait, j'attribue cette expression à toi parce que c'est toi qui l'as dite. Je me serais jamais permis de faire ça. Je suis pas prétentieux comme ça. Et c'est surtout que j'aime pas trop la poésie. Donc, je te laisse. Mais bon, du coup, je m'appelle Jérémy. Jérémy, j'ai 20... non, j'ai plus 20 ans. J'ai 31 ans. 31 ans depuis le mois de septembre. Je suis passionné de Formule 1 depuis que j'ai 5 ans, très précisément. J'ai regardé mon premier Grand Prix, c'était en octobre 1997, je m'en souviens très bien. C'était le Grand Prix du Japon, remporté par Michael Schumacher, avec Jacques Villeneuve disqualifié.
Et c'était l'avant-dernière manche avant le drame de Jerez 1997 aussi. Donc voilà, passionné de Formule 1 depuis 1997. Et puis j'ai créé ma chaîne YouTube en mars 2020 pendant le Covid, pendant le premier confinement. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'idée de cette chaîne pendant le premier confinement et j'ai beaucoup tergiversé avant de sortir la première vidéo qui est sortie du coup en août 2020, parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, donc il me faut vraiment le temps pour m'accorder avec moi-même et me dire ok Jérémy, là faut que tu te lances. Et je me suis lancé un petit peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais pas avec le matos que je voulais à la base en août 2020, mais ça a été, même si cette vidéo est complètement nulle aujourd'hui, je suis trop content de la garder dans mon giron, je suis très, très content de la garder dans ma chaîne, parce que, encore une fois, elle me rappelle d'où je viens, et ça c'est important. À part ça, je suis attaché de presse dans une agence spécialisée dans la tech, donc du coup je m'occupe des relations de presse et de communication de pas mal d'entreprises spécialisées dans la tech, que je ne vais pas citer, mais elles sont nombreuses. Donc voilà, j'ai une vie plutôt bien remplie. Très rempli, trop rempli parfois, surtout en ce moment, mais bon, on arrive à s'accorder avec le temps, ça va. F1 plus taf, ouais. Je l'ai fait pendant une période. Faut s'accrocher quand même. Hein. Bah déjà, F1 tout seul, pour moi, c'est tous les jours de la semaine. Mais si tu rajoutes en plus un job où tu as des responsabilités, des missions, comment tu fais ? Bah, l'habitude et la passion, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est un peu une réponse caricaturale de dire la passion, mais en fait c'est quand même le moteur, c'est quand même le carburant, on va finir la métaphore, excellent. Non, c'est, la passion fait une bonne partie du travail, et puis c'est surtout qu'au bout d'un moment tu as une sorte de discipline qui s'impose quand même. L'exercice le plus contraignant, c'est l'exercice du débrief de Grand Prix, où évidemment, moi je regarde le Grand Prix comme tout le monde le dimanche. Tu le commandes parfois même? Je le commande parfois même sur Winamax, en ta compagnie. Très bon souvenir au Grand Prix de Singapour, franchement, c'était bien. Donc voilà, tu regardes le Grand Prix le dimanche, et si tant est que le Grand Prix intervient, je sais pas moi, comme au Mexique ou aux États-Unis à 21h le dimanche, là t'es un petit peu dans la mouise. Et donc je fais mon script le soir, je le fais tôt le matin, je le termine tôt le matin avant le boulot, ou je le termine le midi pendant ma première journée de boulot, et puis je monte toute la soirée. Donc c'est dur, c'est pas évident. Je te cache pas que des fois j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je le fais quand même parce que un, c'est ma passion, et deux, je m'en suis fait une obligation vis-à-vis des gens qui me font l'honneur de me suivre depuis quelques temps maintenant, ou même depuis récemment. Et puis ça passe parce que ça doit passer. Après, je fais une vidéo par semaine, grand maximum, et des fois je m'accorde une petite pause de 2 semaines, parce que je pensais au début que j'étais obligé de faire une vidéo par semaine en me disant les gens vont m'oublier, machin. Et puis finalement, je pense que modestement, je me suis imposé dans mon espace. Et donc voilà, j'ai beaucoup moins de regrets, de scrupules à laisser passer 2 semaines quand j'ai besoin de me reposer. Parce que si je force, au final, je fais une vidéo qui est pas bonne, quoi. Et puis ça se voit. Ouais, faut se ménager aussi. Hein. Ouais. Sinon, si tu fais en plus avec les saisons qu'on a, même si tu continues à pousser avec le taf à côté, ça devient compliqué. Quand même. Tu te ménages, toi? Et premier tacle. J'essaye, et j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de ce que j'ai fait dans le passé, des petites choses, des petites erreurs que j'ai faites qui m'ont amené à vraiment être pas bien. Parce que, comme tu disais, voilà, t'as cette espèce de peur de pas poster, de peur que l'algo t'oublie, que les gens ne soient pas satisfaits de ce que tu fais, de ce que tu proposes, au détriment peut-être de ta santé. Exactement. Et de jours de repos qui sont nécessaires. Donc c'est sûr qu'on s'en rend pas compte, je pense, quand on est pas derrière la caméra, mais quand tu es de l'autre côté de l'écran, entre guillemets, quand tu consommes le contenu, que c'est du non-stop, et que ça prend du temps, et que pour pouvoir faire ce qu'on fait, entre guillemets, avec un calendrier qui grossit de plus en plus, il faut quand même il faut être solide, quoi. Mais après, je me plains pas, hein. Encore une fois, je me plains pas, c'est un travail passion et je kiffe de fou, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est hyper important d'arriver, et je pense que c'est pareil dans tous les jobs, à se ménager et à accepter de prendre des temps de repos, et pour nous, donc, de pas faire de vidéos à des moments, tu vois. Tout en sachant que je dis ça, mais je sais très bien que toi et moi, on n'est plus dans la même situation. Toi, tu es vraiment à temps plein, c'est ton boulot, c'est ton entreprise. Moi, c'est encore... on va dire un passe-temps qui se professionnalise un peu, quoi, mais rien de plus, quoi. Donc si tu veux, le paradigme n'est pas le même, j'en ai bien conscience. En parlant de
de professionnel entre guillemets. J'ai envie qu'on parle de ton parcours au-delà du pro, même sur le perso. Ouais. Comment ça vient tout ça? Comment ça s'est passé depuis le début? Bah, en fait, la Formule 1, ça a été très longtemps une frustration, mais je pense comme beaucoup de gens au final, parce que de 1997 à 2017, on n'est pas sur un sport qui grandit bien, on n'est pas sur un sport qui vieillit bien, on est sur un sport qui malheureusement est de plus en plus est perçu de façon de plus en plus ringarde, j'ai l'impression. Sport de sieste, sport du dimanche après-midi, sport qui déprime les parents, si ce n'est la mère surtout, enfin également le père de temps en temps. Ouais. Voilà, moi c'était un peu mon cas si tu veux, c'est-à-dire que ma mère détestait la Formule 1 dans le sens où vraiment ça la déprimait d'entendre ça. L'après-midi sur la télé, et mon père une fois sur deux s'endormait, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça, et si tu veux, ça a été une frustration dans le sens où moi j'ai tout de suite aimé. Mon père du coup et ma sœur m'ont accompagné dans cette passion, plus par solidarité que par passion directement, mais à part mon père et ma sœur et ma mère que j'enquiquinais beaucoup à raconter des courses alors qu'elle en avait strictement rien à foutre, en fait j'avais personne à qui en parler finalement. C'est-à-dire que les camarades de classe, c'est plus le foot, c'est plus autre chose. Bah, tu l'as vécu aussi, hein, je suppose. Je pense qu'on l'a. Moi j'aimais le foot aussi, donc ça passait. Tu vois. Ouais, mais moi j'aime pas du tout le foot. Quand même, il n'y a que la Formule 1 et rien d'autre, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Donc si tu veux, je me sentais un peu en décalage. En décalage. Bon, c'est pas dramatique, hein, évidemment, mais c'était quand même une frustration. Et puis le temps avançant, j'ai continué à regarder la Formule 1 de façon, on va dire, un peu puérile, c'est-à-dire en étant très, très à fond sur certains pilotes. Donc ça a commencé avec Michael Schumacher, ça s'est poursuivi avec Felipe Massa. Oui, on peut être fan de Felipe Massa. Plus maintenant, malheureusement. Oui, il y a beaucoup de fans de Felipe Massa. Ils sont brésiliens en général. Mais... ouais, je vais regarder mon arbre généalogique, peut-être qu'il y a des trucs que je sais pas. Et puis Sébastien Vettel. Et puis voilà, j'ai continué à consommer de la F1 de cette manière-là. Sauf que j'avais quand même cette frustration de me dire, Jérémy, t'es fan de Formule 1, c'est une passion ardente chez toi et t'as jamais vraiment trouvé le moyen de t'en emparer, d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça que, paradoxalement, je remercie un peu le Covid, qui a quand même bousillé la vie de pas mal de gens et qui a quand même déprimé pas mal de gens, moi compris. Mais au moins, ça m'a donné le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour me dire, en fait, parce qu'en fait, le Covid, c'est marrant, ça te provoque ce qu'on a appelé à l'époque la quête de sens, tu sais. T'es chez toi, t'es en plein milieu du confinement, t'as pas le droit de sortir, t'es obligé de signer un bout de papier pour avoir le droit de promener ton chien ou d'écouter de la musique dehors, ou de faire un footing, je sais pas. Tu rentres chez toi, tu écoutes la radio, la télé, et ils te disent en gros, il y a des métiers essentiels et pas essentiels, et là tu te dis quelle est ma place, qu'est-ce que je fous là, enfin, c'est des questions très 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 philosophiques, hein, un peu bateau comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, là c'est le moment, il faut que tu t'empares de ta passion, il faut que tu fasses quelque chose qui a du sens pour toi. Et c'est comme ça que je me suis lancé. C'est comme ça que je me suis lancé, tout simplement. C'est assez fou à quel point, j'en parlais justement avec Anna sur le dernier épisode, à quel point le Covid a pu lancer, entre guillemets, des carrières digitales, si tu veux. Toi, tu as ton taf à côté, mais c'est vrai que moi, c'est pareil. C'est 2020, Covid. Et je sais qu'Antoine, c'est 2020 aussi. Donc je sais pas si c'est le Covid, c'est peut-être un peu plus tôt que le Covid, je suis pas sûr. Il a commencé un petit peu avant, je crois qu'il a commencé en janvier. Lui. Antoine est là, le pit stop. Mais c'est vrai que le Covid, pour ça, a peut-être déclenché des remises en question, des prises de décision sur, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie d'aller bosser dans ma passion ? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose en parallèle de mon taf lié à ma passion ? Moi, c'était le cas aussi. Au début, j'ai commencé, j'étais en télétravail. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, et puis, je bossais un peu sur ma chaîne, je faisais moins de vidéos aussi. Donc c'est fou en fait, je trouve, ce déclenchement qu'a pu avoir le Covid sur nos vies en fait. Comme dirait ma maman, il y a toujours du positif dans le négatif. Ah ouais. Et donc du coup le positif du Covid pour moi vraiment ça a été ça, parce que ma vie a changé du tout au tout. Non pas parce que j'ai plein de gens qui me suivent, c'est même pas ça la question. C'est juste que la frustration que j'avais étant petit de ne pas pouvoir partager cette passion et d'en faire quelque chose, de produire de l'analyse, de commenter tout simplement des choses, que mes analyses soient pourries ou pas, à la limite même peu importe. Ouais. Le fait de pouvoir le faire, le fait d'avoir des gens en face qui te répondent dans les commentaires en disant « Ah, c'est trop cool » ou alors « Je suis pas d'accord, tu vois, je suis pas d'accord et voici mes arguments ». Ça, c'est les meilleurs commentaires, je trouve. Tu vois, rien que ça, je suis trop fier d'avoir commencé cette aventure et il faut tu sais, c'est comme la première fois que tu mets la tête sous l'eau, il faut arrêter de penser et y aller, quoi. Il y a un truc intéressant, je trouve, dans ton parcours dont tu n'as pas parlé par rapport à la Formule 1, c'est ton mémoire. Ouais.
Je me souviens parce que moi aussi j'ai écrit un mémoire du coup sur la Formule 1 à l'époque. Ah bah oui, on s'est connus du coup avant de se connaître. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, l'histoire, et je la raconte là aujourd'hui, l'histoire c'est que à l'époque où j'écrivais mon mémoire, en fait, je suis tombé sur le tien. Sur Internet, sur Google, je tape ma problématique et au début, au moment où je commence, je vois le mémoire de quelqu'un qui s'appelle Jérémy. Ouais. Et en fait, si tu veux, le jour où on se voit et le jour où on discute, tu me dis que tu as écrit un mémoire, je fais le lien, je connecte, tu vois. Et je sais pas, moi c'était en 2018. Donc 2021, 3 ans plus tard, je connecte le truc. Et enfin, je trouve ça fou. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Mais après, ça montre à quel point le monde est petit, surtout dans le monde de la Formule 1 en réalité. Mais c'est vrai que c'était assez sympa de voir ça. Mais ça m'étonne pas vraiment que tu sois tombé dessus parce qu'il y a très, enfin, et pourtant je sais aujourd'hui que mon travail académique sur ce mémoire était bourré de défauts, mais il y en avait très peu en réalité parce que justement la Formule 1 était sous-traitée déjà dans les médias et surtout dans les recherches académiques. En fait, pour remettre un peu de contexte sur mon parcours, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée pour mes licences, donc les 3 premières années post-bac, et ensuite un peu tourné vers l'international. J'ai fait un master à l'IRIS, donc qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui est chapeauté par Pascal Boniface et dont les profs sont d'anciens ambassadeurs, d'anciens diplomates, d'actuels géopolitologues. Et si tu veux, il y a une question moi, qui m'a toujours intéressé, c'est la géopolitique du sport. C'est-à-dire quel est l'impact que peuvent avoir des méga événements sportifs sur une économie, sur un urbanisme, sur des relations internationales notamment, et sur même des conflits. Ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont toujours intéressé. Et il se trouve qu'à l'IRIS, on a du coup Pascal Boniface, le patron, qui est fan de foot, et qui adore étudier les relations internationales, les relations internationales via le prisme des compétitions footballistiques. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et évidemment, le pôle s'est développé avec les Jeux Olympiques également, mais on ne parlait que de ça. On parlait que de géopolitique du sport via le football et les Jeux Olympiques. Et moi, il me semblait que dans le cadre de mes études, c'était important d'ajouter le volet Formule 1 parce que effectivement, c'était aussi un méga événement sportif qui soulève énormément d'enjeux et c'est surtout un cirque qui n'est pas là une fois tous les 4 ans, mais une fois tous les ans et qui revient 20 fois par an. Et donc, expliquer pourquoi le Moyen-Orient s'entiche de la Formule 1, pourquoi la F1 est attirée aussi vers le Moyen-Orient, quelle implication géopolitique ça a concrètement, en termes de soft power, en termes de puissance régionale, ça c'est vraiment un truc que j'ai voulu développer, c'est pour ça que j'ai fait ce mémoire. Et c'est pour ça aussi que tu peux retrouver dans ma chaîne pas mal de vidéos qui traitent de ces sujets-là. Une des vidéos dont je suis plus fier, c'est une vidéo où j'explique pourquoi le Moyen-Orient s'empare de la Formule 1 et pourquoi la Formule 1 va au Moyen-Orient, où j'explique un peu la notion de soft power, comment ça fonctionne, pourquoi les pays hôtes payent autant pour avoir de la visibilité internationale, etc. Et en fait, pour l'anecdote, c'est une vidéo qui a pas mal servi au mois de juin, parce que j'ai été contacté par des étudiants qui passaient leur bac. Ah, voilà. Et qui avaient choisi ce sujet comme TPE et qui se sont inspirés de ma vidéo pour le faire. Et donc, du coup, ils m'ont demandé des conseils, ils m'ont montré leur plan, etc. C'était vachement touchant. Et j'ai eu, du coup, le fin mot de l'histoire au mois de juillet où je crois que il y en avait 3 qui ont eu de très bonnes notes et qui m'ont remercié grâce à ma vidéo. Et ça, c'est trop gratifiant d'avoir ça. Donc voilà, j'ai un petit peu digressé, mais tout est parti de ce mémoire. C'est-à-dire qu'au début, quand je me suis dit je vais faire une chaîne YouTube, je vais parler essentiellement de sujets ayant trait au sport business, à la géopolitique, aux relations internationales et à l'impact et au rôle que joue la Formule 1 dedans. Parce que j'avais une formation de relations internationales et puis au final, je me suis laissé aller à ma passion et j'ai parlé bien d'autres choses et de sport en particulier. Je trouve ça ouf en fait parce que tu vois, c'est assez symétrique pour ma part par rapport à toi parce que moi j'ai fait mon mémoire aussi quand j'étais en stage à la FIA sur la F1. Moi le sujet c'était à renforcer l'attractivité de la F1 parce que justement c'était à l'époque, c'était quoi 2018, c'était juste avant Drive to Survive et donc on avait un espèce de déficit de popularité pour la Formule 1 qu'il fallait adresser parce qu'il y avait un problème et là on était en train de chuter au niveau des audiences, au niveau de la popularité globale. Et effectivement toutes les recherches, toutes les analyses, toutes les conclusions que j'ai pu tirer dans ce mémoire m'ont derrière amené à avoir cette espèce de gymnastique psychologique entre guillemets par rapport à ce sport qui m'a aussi amené à lancer la chaîne derrière. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Ah bah c'est marrant l'effet domino.
personne n'est tombé, mais c'est un... Ouais, c'est un cercle en fait. C'est un cercle, ouais. Non, mais c'est beau, c'est beau. Je pensais pas que c'était à ce point-là, tu vois, tu me l'apprends là. Si, parce qu'en fait, si tu veux, moi, bon après, j'ai eu entre guillemets la chance d'être à l'époque à la FIA quand je faisais ce mémoire. Et en fait, si tu veux, le fait d'être dans le bain, entre guillemets, d'être à la com de la FIA à Paris, cette chance-là, de pouvoir aller sur les Grands Prix, de pouvoir rencontrer, en fait, de pouvoir avoir des intervenants, entre guillemets, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, tu fais des interviews avec des gens pour comment dire, renforcer ton mémoire. Moi, j'ai eu Jean Todt, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, j'ai eu Jean-Louis Moncé, enfin, j'ai eu plein de gens grâce à la FIA. Et en fait, si tu veux, ce travail-là, en étant un petit peu au contact de ces personnes-là, m'a beaucoup aidé derrière à me dire, ok, non seulement en termes de, entre guillemets, légitimité, parce que si tu veux, comme j'avais pu recueillir ce témoignage, tirer des conclusions grâce à tout ça et tout ça, au final, ça m'a aidé à franchir le pas, même si c'était vraiment dur de lancer la chaîne YouTube au début, puisque j'avais jamais fait ça, j'avais jamais été devant une caméra, et c'était un travail éditorial que j'avais jamais fait de ma vie. Mais c'est vrai que le mémoire, en fait, ça m'a donné un bagage qui derrière m'a aidé à me lancer. Donc, ça atténue un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Hein. Je me suis dit, écoute, il n'y a pas de raison, tu es fan de ça depuis que tu as 5 ans, et puis tu as fait un travail académique qui vaut ce qu'il vaut, mais tu as bossé sur le sujet, tu as avancé tes pions, maintenant tu peux y aller, quoi. Je pense qu'on a à peu près la même démarche. C'est vraiment intéressant. Du coup, Jérém, je voulais te demander, parce qu'on n'a pas été dans le détail, pourquoi tu as choisi YouTube ? Parce que... Ouais, c'est la question. En plus, c'est marrant parce que c'est une question que tu me poses régulièrement quand on se voit au fameux restaurant de Saint-Lazare. Pourquoi j'ai choisi YouTube ? Parce que j'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup l'image quand même. Je suis pas fan du fait de faire du montage vidéo dans le sens où je sais que je suis pas Spielberg, je suis pas un très grand réalisateur, je suis pas un bon monteur. Spécifiquement, j'essaie de faire des trucs propres. Je pense que j'y arrive plutôt. Mais il y a des images d'illustration de la Formule 1, que ce soit pendant des courses ou que ce soit autre chose même, que j'aime beaucoup utiliser. J'aime bien montrer ce dont je parle en fait. C'était ma motivation première. Ensuite, à la base, non, c'est peut-être plutôt avant, à la base, je voulais apparaître en face cam. Je voulais être en face cam sur YouTube. Le problème, c'est que le temps avançant et le projet s'affinant de plus en plus, avant que je me lance vraiment, que je sorte ma première vidéo, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Parce que je trouve que le fait d'être en face caméra cristallise beaucoup de choses, cristallise des choses extrêmement positives, parce que tu as une proximité qui s'instaure, et on le voit parfaitement avec toi, on le voit parfaitement avec Antoine, on le voit parfaitement avec les pistonnés, des piélos, etc. Ça cristallise une sorte de proximité avec le youtubeur, et donc peut-être un peu plus de facilité, de suivi, etc. Mais d'un autre côté, ça peut cristalliser aussi des tensions. Et si évidemment le type ou la nana en face regarde ta vidéo et se dit ah putain sa tronche me revient pas, bah là t'es fini quoi en fait. Et j'étais pas sûr personnellement de pouvoir supporter ça. J'étais pas sûr d'avoir le cran, les nerfs de pouvoir affronter ça. Donc je me suis dit écoute, pour les premières vidéos tu vas faire en format podcast, c'est-à-dire une voix que tu vas illustrer avec des images que tu aimes, que tu trouves pertinentes, etc., etc., etc. Et en fait, ce format-là m'a permis d'être beaucoup plus à cheval sur la qualité de l'écriture, sur la qualité du montage vidéo. Il est propre, il n'est pas exceptionnel, mais j'estime qu'il est propre quand même. Sur l'intonation, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'au final, je suis content, je m'épanouis sur YouTube parce que je me vois pas être ailleurs, sachant qu'en plus sur YouTube, même si l'interaction est limitée avec les gens parce que c'est pas très spontané, parce que c'est pas en live, etc., 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 comme ça pourrait l'être sur Twitch par exemple, t'as quand même du contact. Alors que si j'étais juste en podcast sur Spotify, typiquement les contacts sont très très limités. Et j'aime avoir ce contact-là. J'aime aussi avoir un contact préparé, c'est-à-dire que j'aime bien quand les gens postent des commentaires qu'ils ont préparés, ils ont avancé leurs arguments, et moi j'ai le temps, tu vois, de le lire, de l'intégrer, de le digérer et d'y répondre. Voilà, je le fais pas pour tous parce que malheureusement j'ai pas le temps, mais sur certains je le fais. Et tu vois, c'est un mode d'expression, un mode de contact que j'aime beaucoup sur YouTube. J'aime pas tout ce qui est trop spontané, où tu es toujours dans le react. J'aime bien en faire de temps en temps, mais pas trop. Je pense que j'aime bien préparer les choses, avancer mes pions, et je pense que YouTube le permet. Qu'est-ce que tu considères être le plus dur dans ton travail sur YouTube ? Écrire.
Écrire, c'est marrant parce que, et ça c'est un truc qui me touche énormément, c'est mes compliments préférés, c'est quand on complimente la qualité de l'écriture. Parce que quand j'écris, surtout pour les débriefs, je me mets une pression monstrueuse et qui augmente à chaque vidéo, j'ai l'impression. Parce que ces compliments sont certes adorables, mais des fois ils sont horribles à lire parce que disent c'est la meilleure chronique que tu as faite. C'est la meilleure celle-là. Ouais. Et là tu fais mince. Du coup, moi je m'estime pas forcément que c'est les meilleurs, tu vois. Mais c'est juste que ça suscite une attente. Et derrière, pour écrire, en plus j'ai une écriture très maniaque, j'ai une écriture très inflexible, très rigide, je trouve. Je trouve que je me lâche pas assez et ça me perturbe un peu. Et du coup, je pense chaque mot très très fort et très longtemps en fait. Surtout quand je dois aborder un sujet touchy. Tu vois, par exemple, j'ai fait une série de vidéos entre le Grand Prix des Pays-Bas et de Singapour, donc les débriefs, où je suis très critique sur Charles Leclerc. Et j'essaye au maximum de dire ce que je pense, tout en arrondissant les angles parce que je sais que certains vont me le reprocher, mais en même temps, je veux pas me renier non plus, tu vois. J'ai envie de dire ce que je pense, et quand je dis par exemple que Charles Leclerc, pour moi, c'est un pilote qui me laisse avec énormément de doutes par rapport à la cote qu'il a et par rapport à ce qu'il délivre en piste, au-delà de tous les soucis qu'il peut avoir chez Ferrari, de malchance, de manque de fiabilité, de questions stratégiques, moi j'ai envie d'exprimer ces choses-là, tu vois. Mais il faut que je trouve le bon mot, les bons mots, pour à la fois dire ce que je pense et pas trop froisser les gens. Alors évidemment, ça marche jamais trop. Il y a toujours des gens qui vont, et en plus qui vont estimer que tu es monomaniaque sur un pilote. Oui, ça change tout le temps aussi. Voilà, ça change tout le temps. Alors un coup c'est Lewis, un coup c'est Charles, un coup c'est Max. Bon, Max, forcément, tu vas pas dire grand-chose, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est un effort d'écrire, c'est même une souffrance, j'ai envie de dire. Je veux pas exagérer ça, mais c'est pénible, surtout quand tu es fatigué et que tu fais un script à 2h du matin après le Grand Prix du Mexique, tu vois. Voilà, donc c'est dur, et en même temps, et en plus, comme quand je reçois certains compliments, je me dis, du coup, j'ai envie de mettre la barre encore un peu plus haut et de trouver un fil rouge, parce que la base de mes chroniques, c'est qu'il y a toujours un fil rouge. Il y a soit une citation d'auteur au début, soit une ambiance que j'essaie de maintenir jusqu'au bout. Tu vois, la dernière, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais pour le Grand Prix du Mexique, qui s'est terminé à 23h, 23h30, je me suis dit, tiens, si je faisais un fil rouge sur Stephen King et Halloween, tu vois, le truc ultra compliqué. Ouais. J'ai galéré à la faire. Franchement, j'ai galéré à la faire, mais quand je vois les commentaires derrière, je me dis, franchement, la souffrance, elle a été récompensée, je suis content, mais vraiment, j'ai trop galéré. Et des fois, je me dis, mais lâche-toi un peu. Flexibilise un peu le truc et ça ira bien aussi. Combien de temps un script pour une vidéo? Vidéo de 10 7 non, 9 8-9 minutes. Ça aussi entre 5 et 8-9 heures. De script? Ouais. Wow. Si je galère, si j'ai pas l'inspiration, si je suis très maniaque sur une tournure de phrase, si la structure me convient pas, ça peut aller jusqu'à 8-9 heures, quoi. Ah ouais. Mais ok, comment tu fais? Enfin, tu dors pas? C'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que dans le pire des cas, pour les Grands Prix à 21h, je hypothèque une partie de ma nuit, je me réveille plus tôt avant le boulot, je continue ou je termine le script pendant la pause déj, et puis je m'arrange pour terminer un petit peu plus tôt, tu vois. Tu vois, on se rend pas compte, moi j'ai la problématique à peu près inverse par rapport au script. Moi, c'est des scripts qui prennent du temps aussi, plusieurs heures, mais j'ai l'équivalent au niveau du montage. Ouais, mais tu vois, si je peux me permettre, t'as la structure aussi, toi. Oui, pour moi c'est plus facile. Parce que t'as les tops, t'as les flops, t'as les machins. Donc, ça aide beaucoup, ça c'est vrai. T'as une boîte entre guillemets vide que tu remplis. Et moi, le truc, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question fondamentale qu'il faut que j'ai, parce qu'il faut que chaque vidéo ait sa propre identité. Je me suis un peu enfermé là-dedans, et c'est pour ça que, spoiler alert, mais l'année prochaine, je vais pas pouvoir tenir ce rythme-là, et je vais pas faire que des chroniques de Staccabi, en fait. Sur 24 Grands Prix. Et voilà, il faut que je varie un peu les plaisirs. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à le faire parce que j'avais fait, tu vois, en début d'année, une chronique d'après-course après Miami avec Formule Blabla, où en gros, je faisais vraiment en mode chronique radio, c'est-à-dire que lui faisait le journaliste et moi, je faisais l'éditorialiste. Et donc, du coup, ça passait bien, ça faisait un featuring assez. Elle était cool, celle-là. Sympa. Ça passait bien, c'était bien, c'était un peu un petit dynamisme, rebond un peu qui était sympa. Mais en fait, la prochaine que je vais faire, c'est avec le pit stop avec Antoine. Mais il faut qu'on se cale au niveau des micros, et c'est vrai que. Ah ouais, il y a ça. La procrastination fait que j'ai jamais réussi à trouver le temps. Et la saison, elle passe et tout. Voilà, exactement. On va le faire. Et on va le faire avec toi aussi. Ouais, quand tu veux.
toujours. Tu m'écris, on s'appelle, on se fait une bouffe au café du départ. Toujours. On se le fait. Jérém, cette année, tu avais déjà commencé peut-être l'an dernier, mais là, cette année, tu es plus régulièrement sur les plateaux. Ouais. Notamment, on est ensemble, notamment chez Winamax. Ça t'apporte quoi? Rien du tout. Non. si, ça m'apporte beaucoup, mais ça, en fait, c'est très intimidant en fait à la base parce que Ouais. je me rappelle juste avant le lancement de la chaîne où je commençais à tergiverser en me disant bon Jérémy, là maintenant t'as 26, 27 ans, va peut-être falloir que tu te bouges les fesses, etc. Je tombe sur l'émission, une des premières émissions des Pistonnés avec Manu Moine. Donc à l'époque il y avait Despiello, il y avait Hamza et Brice. Et je me dis, mais c'est qui ces gens-là? Ils ont trop de chance de faire ce qu'ils font. C'est abusé, tu vois. J'étais un peu jaloux, quoi. Ouais. Et en fait, c'est très intimidant de savoir que quelques années plus tard, je travaille avec deux d'entre eux, donc en l'occurrence Manu Moine et Brice. Et déjà, ça fait plaisir. Donc déjà, ça m'apporte de la plaisir, de la plaisir. C'est bien ça. Du plaisir et de la fierté. Première chose. Et puis, encore une fois, ça comble totalement la frustration que j'avais. C'est-à-dire que quand je parle de Formule 1 avec vous, mais j'ai l'impression d'être dans une famille, en fait. Ça, déjà, rien que ça, c'est trop bien. Et puis, je pense que pour les gens qui me suivent, ça apporte un visage sur une voix, en fait. Et je me rends compte à quel point certaines personnes se disaient, mais en fait, à quoi ils ressemblent. Ils voulaient savoir à quoi tu ressemblais, tu vois. Ouais. Et donc, du coup... Comme le Daft Punk. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que tu serais pas le Daft Punk de la F1 en fait au final? Peut-être. Ouais. Ouais. Ou le Daft Punk tout court. C'est possible. Le quoi? Le Daft Punk tout court. Ouais, je l'avais mal dit celui-là. ça arrive au meilleur. On va couper ça au montage. Je suis pas sûr. Hein. Vous êtes sérieux là? Il est bon. J'aime. Oui. Tu en parlais tout à l'heure. Ce surnom que je te donne. Ouais. Le poète de la F1, qui m'est venu de manière absolument spontanée sans que j'y réfléchisse une seconde. Tu sais que tout le monde, pas mal dans mes commentaires, depuis que tu as sorti ce terme-là, on me le ressort régulièrement. Et ça, c'est toi. Hein. C'est pas eux. Non, je suis quasiment sûr de ça. Mais je trouve que ça te va bien, même si en soi, c'est relativement impertinent, puisque tu fais pas de poésie. Je ne fais pas de poésie et j'aime pas particulièrement ça, en fait. Ouais. De la même manière que je suis pas un grand littéraire et que je passe pas mon temps à lire quand j'ai le temps et quand j'ai envie de me faire plaisir. Je lis même de plus en plus. Ouais. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la philosophie politique, j'aime beaucoup la diplomatie, j'aime beaucoup les relations internationales, j'aime beaucoup l'histoire dans le sens très global du terme, et c'est là où je puise mes références. Mais je suis pas, j'ai pas une fibre artistique, littéraire, poétique, pas du tout en fait. Pas du tout. C'est juste, et en fait, j'ai l'impression que c'est une réputation qui a été montée comme ça, et donc du coup, je m'enferme un peu là-dedans des fois, et je me dis, allez, on va faire une référence un petit peu. Mais tu vois, typiquement, la dernière chronique que j'ai faite, c'était sur un livre de Antoine de Saint-Exupéry que j'ai pas lu, par exemple. Mais c'est pour ça des fois que je m'auto-énerve, c'est-à-dire que je me retrouve à 2h30 du matin en train de regarder un documentaire sur Antoine de Saint-Exupéry sur un livre que j'ai pas lu, en me disant ah mais attends, le sens caché, et c'est hyper intéressant, ça me forge une culture aussi, tu vois. Donc des fois il y a des références que j'ai, même la plupart du temps, les 2/3 du temps on va dire, il y a des références que j'ai et je les rebalance et je les restructure à la sauce Formule 1, etc. pour joindre l'utile à l'agréable, on va dire ça comme ça. Et puis d'autres fois je pars de rien et je me poétise moi-même. Mais du coup, justement, cet axe éditorial, il vient d'où? Enfin, comment tu l'as choisi? Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup le travail de la citation au début. J'aime beaucoup si tu veux, le principe d'apposer une citation au début, de faire fil rouge jusqu'à la fin, parce qu'une bonne citation donne toujours une leçon. Mais vraiment, hein. C'est toujours une bonne morale, entre guillemets. Je ne veux pas dire la morale de La Fontaine, mais les grands auteurs ont toujours des citations qui font mouche et qui sont extrêmement intéressantes et que tu peux toujours corréler avec un grand prix. Toujours. Moi, je trouve ça ouf à quel point souvent tu arrives quand même à trouver la bonne à chaque fois. Ah bah c'est gentil. Mais je sais pas où tu les trouves. Est-ce qu'elles te viennent ou est-ce que tu les cherches? Mais en tout cas, quand j'écoute tes chroniques, parce que moi je les écoute, je me dis le mec est bon quoi. Non, parce que mais pas évident, tu vois quand même.
de trouver la bonne citation 24 fois dans l'année. Il faut pas que tu reprennes les mêmes, tu vois. C'est pour ça que je fais pas ça en permanence. Déjà, je fais plus ça en permanence. Je l'avais fait pour la saison 2021. J'ai arrêté de le faire pour la saison 2023. Quand j'ai pas d'inspiration, je vais pas la chercher, je vais pas la forcer, parce que si je force le truc au chausse-pied, moi je m'en rends compte déjà, et certaines personnes dans les commentaires qui me suivent s'en rendent compte aussi. Et ça, je veux pas. Je veux pas fourber les gens. Je veux pas travestir une citation, la faire entrer au chausse-pied, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Mais donc du coup, quand il y a une citation, quand il y a quand il y a une référence comme ça que je peux tenir jusqu'au bout, bah, je la mets et ouais, ça fonctionne bien. Donc je suis plutôt content. Parce que en fait, si tu veux, ce que j'aime moi, enfin vraiment avec ton contenu, c'est que c'est vraiment extrêmement différent, si tu veux. C'est-à-dire que nous, on est relativement tous, entre guillemets, même si, bon, moi, il y a quand même une différence de ton, dans des structures, dans des axes éditoriaux, on va dire, qui se ressemblent sur les débriefs, en tout cas. Ouais. Mais toi, c'est différent. Tu fais, et c'est pour ça que j'aime bien le fait que tu appelles ça une chronique, parce que c'est une chronique où, en fait, tu vas donner ton avis à travers un axe éditorial bien spécifique et bien chiadé, entre guillemets, qui sort une vidéo que tu peux écouter ou regarder. Et au final, c'est vrai que, et c'est ce qui est bien aussi avec, entre guillemets, les créateurs de contenu F1, je trouve, sur YouTube, c'est que tu as souvent plusieurs possibilités quand tu veux aller voir un débrief après un Grand Prix ou une vidéo éditoriale en dehors de la saison. Deux choses à répondre là-dessus, c'est que, première chose, comme je suis pas à temps plein, que ma chronique sort le mardi, par exemple, mes chroniques d'après-course sortent le mardi, que j'ai pas la capacité de réactivité que toi tu peux avoir, que le du paddock peut avoir, que même le pit stop peut avoir, que Despiello peut avoir, bah, du coup les gens qui nous suivent, j'ai pas envie de les flouer non plus, j'ai pas envie de leur proposer un truc qu'ils ont déjà vu ou tu vois, qui se répéterait. Donc du coup j'essaie toujours de trouver quelque chose d'un peu décalé. Ça c'est la première chose. Après pour répondre sur le côté différenciant, bah, déjà je te remercie, mais je trouve que les viewers qui regardent la F1 sur YouTube, en France, dans l'espace francophone, ils ont de la chance par rapport à d'autres marchés. Je pense anglophone, je pense hispanophone, notamment, parce que c'est les deux langues que je pratique et que je parle. Donc voilà, j'ai pu un peu comparer. Je trouve que sur le YouTube France, particulièrement, on a beaucoup de variétés de tons, de styles, d'expertise. Toi, tu es très bon dans la vulgarisation et dans le côté bonne détente, etc. Le pit stop est excellent dans le côté journalisme sportif. Formule blabla, très bon dans le côté décalé, cartoon, mais en même temps, excellente référence historique. Le circuit, c'est pareil, très bon dans la vulgarisation historique. Despiello, très bon sur la question de la vulgarisation de la technique, des pièces aéro, etc. Comment fonctionne une F1, etc. Et sur le sim racing. Et l'œil du paddock aussi sur justement toutes les tractations qui ont lieu dans le paddock, comme son nom l'indique. Et puis moi, j'essaie modestement d'apporter ma pierre à l'édifice dans tout cet environnement-là, en apportant peut-être un peu de musicalité, quoi. On va dire ça comme ça. Quelques références, peut-être un peu plus de recul, parce que moi, j'ai pas le luxe de pouvoir réagir à chaud. Je suis obligé de réagir à froid parce que j'ai pas le temps. Et voilà, donc je pense qu'on se complète tous bien dans cet espace-là, et je trouve que les viewers ont de la chance de nous avoir. Je suis assez d'accord. En vrai, je suis assez d'accord. Bon, pas pour dire ils ont de la chance, machin, vis-à-vis de notre travail, mais c'est vrai que si tu regardes les autres marchés, tu as beaucoup de médias qui font du contenu, moins d'incarnation de contenu entre guillemets, et c'est vrai que c'est plus, on va dire, c'est plus froid. Je trouve que c'est plus froid et moins divers. Ça veut pas dire que les contenus sont pas bons, hein. Genre typiquement, j'aimais beaucoup WTF1 à l'époque. P1 maintenant du coup. P1 du coup, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup The Race, j'aime beaucoup Aldas, j'aime bien ce qu'ils font dans Soy Motor avec Antonio Lobato, même si j'ai un peu de mal avec la personne. Voilà, il y a évidemment des contenus qui sont très très bien, mais c'est juste, si tu prends le panorama du marché, je trouve qu'en France, on a un style qui se dégage, et il y a du caractère dans l'espace francophone, pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans toute la francophonie. Dans l'espace francophone, on a cette chance-là, je trouve. C'est vrai que c'est intéressant, c'est cool. En fait, c'est cool de le voir comme ça, je trouve, parce que c'est encourageant même. Ah oui. Et ça donne envie de continuer. On va continuer. On continue. Jérém. Ouais. Tu vas me parler de Fernando Alonso, toi? Je change de sujet, mais j'ai envie de te poser cette question en fait, et on verra ce qu'on en fait. T'aimais quoi quand t'étais petit à part la Formule 1? J'étais fan d'Égypte ancienne.
Arrête. Ah, je t'assure, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Égypte ancienne. Égypte Mais de ancienne. quel âge à quel âge Égypte ancienne Je suis toujours fan d'Égypte ancienne. Enfin, Parce que moi, ça, jamais non, vraiment mais je veux arrêté. dire, à partir de quel âge t'as commencé? Parce que moi, je trouve ça incroyable, l'Égypte ancienne. Je trouve ça fascinant. Mais c'est quelque chose que je consomme maintenant, quoi. Après, bon, j'ai été en Égypte quand j'étais petit et j'ai trouvé ça fou. Ouais. Mais Enfin, moi, j'avais des bouquins d'Égypte à ne plus savoir quoi en faire. Je les ai toujours. D'ailleurs, j'arrive pas à les jeter depuis que je suis petit. Même des bouquins des bouquins pour adultes. Quand je dis des bouquins pour adultes, c'est des bouquins pour les grands. Non, ça a toujours été une passion. Et en fait, elle s'est un peu atténuée, cette passion, quand j'y suis allé, justement. Quand j'y suis allé, j'avais 19 ans pour la première fois avec un de mes meilleurs potes. On a fait une semaine là-bas. C'était génial. Et ensuite, c'est comme si ma passion s'était assouvie et que maintenant, je pouvais passer à autre chose. Donc, j'aime toujours ça. Mais sans plus. Mais il y a énormément de choses que j'adore à part la F1. Donc l'Égypte ancienne, j'adore l'histoire en règle générale, j'adore la musique. Je suis un grand fan de Muse, par exemple. Quoi d'autre? Je suis un grand fan de séries télé. Enfin voilà quoi. Il y a énormément de choses qui me passionnent dans la vie. Mais la Formule 1, ça a ce petit truc en plus parce que ça fait appel à l'enfance, quoi. c'était qui ton super-héros préféré? Michael Schumacher. Non, mais hors Formule 1. Michael Schumacher. T'es un malade quand même. Bah ouais. Pourquoi je suis malade? Je sais pas. T'es tellement fan de Michael Schumacher, quoi. Complètement. En fait, si tu veux, il y a Le mec me sort Michael Schumacher. le côté C'est objectif. Ouais, c'est fou, hein, c'est dingue. C'est un super-héros, Michael Schumacher. Ah ouais, totalement. Au même titre que Batman, Spider-Man, Superman. Ah ouais, bah pour certains, Flash. on a des posters de Spider-Man dans sa chambre. Et moi, j'avais des posters de Schumacher dans ma chambre. Ça a été mon héros. En fait, si tu veux, le premier Grand Prix que j'ai regardé, je me rappelle très bien. Les souvenirs sont très très fluides, très très clairs dans ma tête. J'arrive sur mon canapé et je vois mon père regarder avec ma sœur un Grand Prix, la rediffusion du Grand Prix du Japon qui peut repasser un petit peu plus tard sur TF1. Je crois que c'était vers 10-11 heures. Et puis je vois cette voiture rouge scintillante, tu sais, en plus sur la lumière très particulière du Japon. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le pays du soleil levant. C'est que du coup le rouge était écarlate, il était particulier, il était magnifique. Et Le moi, rouge de la voiture. le rouge de la voiture. Et je vois ça, je suis subjugué, quoi. Quelle année? 97. Ah J'avais oui, 5 ans. tu l'as dit, pardon. 90. Et Oui. Cette voiture était. Et franchement, c'était sympathique. ça m'a pas quitté, si tu veux. Ouais. Ça m'a pas quitté, et et j'ai continué. Chaque Grand Prix, ça a été, si tu veux, une grosse attente pour mes parents parce qu'ils avaient peur que je m'effondre en larmes à chaque fois qu'il abandonnait, et C'est incroyable, ça. ils espéraient que je sois fou de joie, et donc ils espéraient qu'il gagne, tout simplement, quoi. Donc ça a été comme ça pendant très longtemps, jusqu'à mon adolescence. Le jour où, par exemple, il a cassé son moteur au Japon en 2006. Pendant la page de pub de TF1, merci TF1, et que J'étais content, moi. je me doute que tu étais content. Ça se passe pendant la page de pub alors qu'il était en tête. TF1 revient sur la course. Je me rappelle, mon père descend des escaliers, il venait de se réveiller, et là il me voit, je suis en train de pleurer. J'ai 14 ans, j'ai quand même déjà 14 ans, et je pleure exactement comme quand j'en avais 5, quoi. Ah, j'étais désespéré, quoi. Mais Schumacher, ouais, ça a toujours été mon héros. Et c'est pour ça que la période 2010-2012 a été terrible à vivre. Vraiment, comme pour un fan de Formule 1 et un fan de Schumacher, la période 2010-2012, elle est terrible parce qu'elle remet beaucoup de... Je ne veux pas dire qu'elle remet des choses en question, mais elle remet en perspective certains aspects du personnage. Et elle fait mal, quoi. Pourquoi elle remet en question des aspects du personnage? Parce que tu te demandes à quel point il était bon dans ces moments-là, en fait, quand tu le vois autant en difficulté chez Mercedes. Ouais. Tu te demandes à quel point il a été bon et à quel point il a été servi par une équipe qui lui servait la soupe. Tu veux dire chez Ferrari? Ouais, chez Ferrari, en l'occurrence. Avec le temps, je pense quand même qu'une bonne partie des raisons qui expliquent qu'il n'ait pas été très très bon entre 2010 et 2012, c'est que contrairement à Fernando Alonso, par exemple, il s'est totalement arrêté, lui. Il a fait un peu de moto, Ouais. mais il s'est entre guillemets empâté. Il a bien mangé, il a bien bu, on peut supposer ça, qu'il n'était plus dans une forme olympique, et que ça a cassé quelque chose chez lui, au-delà des questions réglementaires qui avaient bien évolué. Il est revenu dans une Formule 1 qui était complètement différente de ce qu'il avait vécu, hein. Ouais. C'était les pneus Pirelli, c'était les ailerons avant larges et bas, et les ailerons Il est revenu en arrière 2010. étroits et hauts, ouais, donc 2010, ouais. Bridgestone en 2010. Bridgestone, oui, effectivement. Bridgestone, mais Bridgestone pneu cycle. Oui, on rappelle quand même. Oui, il y avait c'était du
rainurés à l'époque. Exactement. Donc il y avait les pneus rainurés. Là maintenant, on est repassé en pneus slick. Ouais. Donc il s'était arrêté. Donc je pense qu'il y a une bonne partie des facteurs qui expliquent pourquoi il n'a pas été très bon pendant ces années-là. Je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que moi, ça m'a perturbé de le voir parfois aussi médiocre dans le peloton. Ouais. Voilà, ça m'a fait du mal. Mais tu penses que ça peut remettre en question certaines qualités qu'on lui a trouvées ou qu'on lui prêtait à l'époque où il était chez Ferrari, cette période chez Mercedes? Non, pas du tout. Et c'est là où c'est très intéressant justement, c'est que quand les qualités intrinsèques de pilote, tu sais l'instinct de survie, l'instinct de talent d'un pilote, on le retrouvait encore chez Schumacher, même pendant ces années-là, à des périodes très précises. Je me rappelle du Canada en 2011, par exemple, où il fait une course absolument exceptionnelle sous la pluie avec une voiture qui ne mérite pas d'être à ce niveau-là. Je me rappelle évidemment de sa pole à Monaco, qui est non convertie. Voilà, le mec a 43 ans, il a peut-être plus tous les réflexes qu'on peut avoir quand on fait un tour de qualif quand on a 27-28 ans. Et pourtant, il va aller chercher cette pole qui était extrêmement serrée. Je te rappelle, ce jour-là, il y avait Ferrari qui pouvait aller la chercher, il y avait Lotus qui pouvait aller la chercher, il y avait Red Bull qui pouvait aller la chercher, il y avait Hamilton qui pouvait aller la chercher aussi, et c'est Schumacher qui la prend. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Et donc à des moments très précis, on voyait que le talent et que la vivacité du gars en tant que pilote, elle était toujours là. Je me rappelle aussi de Spa en 2011, où il te fait une remontée de P dernier, de P24 à P5. Ça, c'était absolument magnifique. Donc ça, c'est sur l'aspect pilote. Mais je pense que quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais remettre en cause les qualités de l'homme d'équipe qu'il était, du team player qu'il était. Du leader aussi, évidemment, qu'il était, parce qu'à aucun moment, entre 2010 et 2012, tu l'entendras dire un mot au-dessus de l'autre par rapport à son équipe en disant « Ah, ils ont fait de la merde, ils ont été mauvais là-dessus ». Faire des petits jeux politiques comme certains que tu admires font constamment. Tu vois, jamais, à aucun moment, tu l'entendras dire ce genre de choses. Schumacher, il a son vice. Hein. Oui, on va en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait son vice vis-à-vis des autres pilotes, mais son ego n'était jamais supérieur au respect qu'il avait pour les équipes pour lesquelles il bossait. Pour les équipes, je suis absolument d'accord avec toi. C'est ça que j'admirais chez lui. Alors en 2012, il a beaucoup critiqué Pirelli pour ne pas critiquer son équipe, tu vois ce que je veux dire. Mais il y avait ce côté chez lui, si on gagne ensemble, on perd ensemble, quoi. Et c'est ça que j'adorais. Et c'est ça qu'il a maintenu, en tout cas, pendant cette période de chez Mercedes. Et ça nous a permis aussi d'avoir une nouvelle facette de lui, peut-être un peu plus humaine, peut-être un peu moins... robot, rigoriste. Qu'il laissait transparaître pendant ces grandes années Ferrari où il était intouchable et voire hautain, quoi. Faut dire quand même qu'il a apporté une dimension professionnelle incroyable à la Formule 1, une dimension physique, une dimension de travail et une dimension, je pense même, de leadership hallucinante. Je voulais te lancer sur le vice parce qu'en fait, moi, on le sait, enfin, je sais pas si on le sait d'ailleurs, mais j'ai été élevé dans l'anti-Schumacher, donc j'ai jamais été fan de lui, même si aujourd'hui, avec le recul et tout, il est clair que c'est un des plus grands pilotes de ce sport, tu vois. Le vice, je fais un disclaimer, selon moi, le vice est présent chez tous les monstres de ce sport. Il était présent chez Schumacher, il était présent chez Ayrton Senna, chez Alain Prost, il est présent chez Lewis Hamilton, il est présent chez Max Verstappen, il était présent chez Sébastien Vettel et il est présent chez Fernando Alonso. Clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec le vice. Même le vice, je l'aime. Vraiment, parce que c'est ça qui fait un champion, c'est ça qui fait le caractère, et c'est quelque chose qui n'est pas lisse, et moi, je déteste ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça fait vivre la Formule 1, et c'est quelque chose qui, je pense, si on ne l'avait pas, ça serait vraiment un problème. Qu'est-ce que tu penses de lui? Parce que le sien, il y a quand même un certain nombre de choses avec lui. Il y a 94 avec Damon Hill, il y a 97 avec Villeneuve, il y a la Benetton 94 qui est extrêmement border. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Benetton 94, je pense que moi je peux pas trop revenir là-dessus parce qu'il faut vraiment être dans les coulisses et pour comprendre les tenants, les aboutissants. Est-ce qu'elle était légale ou pas? L'antipatinage, je sais pas trop. Ce que je sais pour 94, c'est qu'il avait été disqualifié sur pas mal de grands prix, sur un grand prix qu'il avait gagné notamment parce que à peu près pour les mêmes raisons sur la hauteur de caisse par rapport à Lewis Hamilton qu'on a vu pour Lewis Hamilton au Grand Prix du Texas. Je pense quand même que sur 94, moi, ce qui me choque moins, si tu veux, c'est qu'il y avait quand même une logique sportive qui était respectée dans le sens où Schumacher avait été quand même dans l'ensemble le meilleur de ce championnat. Surtout sur le début de saison. On va pas parler de Senna parce qu'évidemment le décès de Senna change évidemment la donne. Donc 94 évidemment le geste est vraiment pas beau. Ce qui est le plus choquant, c'est 97 en réalité, parce que là on sent qu'il y a
le démon qui peut ressurgir à n'importe quel moment, et t'as juste ce mauvais réflexe, quoi. Ce mauvais réflexe qui était vraiment moche, et je le regrette d'autant plus. Moi, évidemment, je l'avais vu à travers mes yeux d'enfant, je voyais juste qu'il avait abandonné, donc je chialais comme pas possible, c'est tout. J'avais pas vu qu'il avait vraiment commis une faute sportive d'une telle ampleur. Mais ce que je regrette avec le recul par rapport à ce geste-là, c'est que pour moi, la saison 97 de Schumacher, elle est comparable à celle de 2012 de Fernando Alonso, à part ça. Parce que quand tu regardes l'état de sa Ferrari, elle est vraiment pas du tout compétitive. Franchement, pendant une bonne partie de la saison, elle est complètement à côté de la plaque. Ferrari P4. Hein. Et Schumacher, il faut regarder justement les qualifications d'Eddie Irvine, où il se prend une pilule absolument monumentale. On parle, tu vois, de l'écart entre Alonso et Stroll en ce moment, mais entre Schumacher et Irvine à l'époque, c'était minimum 8 dixièmes par séance de qualification. C'était hallucinant. Il faut voir vraiment, regarder sur StatF1, pour ceux qui sont intéressés par l'époque, regardez sur StatF1 l'écart entre les deux pilotes Ferrari. Et pendant cette saison 97, qu'est-ce que fait Schumacher ? Il te fait des courses comme Monaco 97, où il remporte la course sous la pluie avec 1 minute d'avance sur tout le monde. Il te fait Belgique 97, où c'est le seul à choisir la bonne spécification de pneus pour s'envoler sous la pluie. Il te sort la France en 97, où il glisse en pneus secs sur la pluie et où il gagne sans problème. Il te sort des masterclass absolument incroyables pendant cette saison, et c'est dommage que ce soit entaché par cette faute-là. Et c'est pour ça aussi que je suis content quand même que dans les statistiques, on ait gardé les victoires, parce que je trouve que les victoires de Schumacher en 97 sont parmi les plus belles de ces 91. Comment tu as vécu son accident en 2013 ? Enfin, comment tu as vécu ce moment qui est hors du temps, en fait, où on apprend un beau jour qu'il est dans un état très grave suite à un accident ? Mal. En fait, si tu veux, j'ai tendance à dire que Schumacher, c'est pas seulement mon héros d'enfance, c'est un peu une affaire de famille, quoi. C'est-à-dire que c'est le catalyseur de beaucoup de souvenirs que j'ai avec mes proches. Donc, si tu veux, quand il a son accident, certes, je le connais pas, certes, je l'ai jamais vu, certes, j'avais pas vocation à le voir, mais ça me rend triste parce que je me rappelle de tous les souvenirs d'enfance que j'avais par le prisme de la Formule 1 et par le prisme de Schumacher. Donc c'est des choses, c'est un marqueur du temps qui passe, c'est une vraie tristesse pour le coup. Et donc déjà l'accident en lui-même est triste, mais évidemment ce qui se passe derrière et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est feutré. C'est une question de pudeur, on va pas commenter là-dessus, mais tout ça n'est que triste en fait. Non, mais je voulais avoir ton ressenti à toi, fan absolu, tu vois, de Michael Schumacher. Tu l'appelles ton super-héros même quand je te demande de parler hors F1, donc tu vois, c'est pour quelqu'un qui est entre guillemets fan à ce point-là, ça devait être très difficile à vivre. Bon, Jérém, on va s'embrouiller. C'est qui déteste le plus sur la grille? Pourquoi on va s'embrouiller? Je sais qui tu vas me... Si je te réponds Valtteri Bottas, tu réponds quoi? Que j'ai rien contre, on va pas s'embrouiller. Mais tu veux pas me répondre, Valtteri Bottas? Si, je vais répondre à ta question, parce que je suis... C'est pas que j'ai une haine, j'ai plus de haine, parce que je suis plus un gamin, évidemment. Quand Schumacher s'est fait battre par Fernando Alonso en 2006, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage, évidemment pour des raisons totalement puériles et totalement subjectives, parce qu'il avait battu mon héros d'enfance, donc à partir de ce moment-là, tu peux pas aimer Fernando Alonso quand tu es pro-Schumacher. Demandez aux autres pro-Schumacher, je suis sûr qu'ils vous répondront à peu près la même chose, pour le coup. Mais pour le coup, le temps avançant, j'ai grandi, évidemment, et donc j'ai arrêté d'haïr Fernando Alonso. Tu peux pas haïr un pilote, surtout quand ça fait partie... Ils font partie de mes héros, tous ces pilotes, finalement, parce que ils font quelque chose que je suis incapable de faire, et parce que ils réalisent des exploits chaque jour devant mon écran. Donc... Fernando Alonso, je peux pas dire que je le hais, mais par contre, je lui reproche beaucoup de choses, énormément de choses. Je peux pas résumer ça autrement qu'en te disant, pour moi, c'est un très grand pilote, peut-être le plus grand génie du pilotage de ces 20-25 dernières années. Donc je peux pas aller plus au-delà. Enfin, je peux pas aller plus au-devant de toi que ça. Par contre, pour moi, c'est pas un grand champion. Et ce sera jamais un grand champion jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'un grand pilote, c'est une chose, mais un pilote, c'est pas que quelqu'un qui conduit une voiture dans un cockpit, c'est aussi un membre d'équipe. Et on parlait de Schumacher tout à l'heure. J'estime qu'à certains moments très précis de sa carrière,
Fernando Alonso n'a pas suffisamment bien travaillé avec ses équipes et qu'il aurait dû justement mettre son ego de côté pour respecter un petit peu mieux les équipes, toutes les strates de son équipe. Je parle du management, je parle des aérodynamiciens, je parle des motoristes et je parle aussi des mécanos. Alonso n'a jamais eu vraiment de problème avec ses mécanos. Mais là, je parle plus des strates supérieures de ses équipes où ça a souvent été un peu compliqué et où, à mon humble avis, il a participé à distiller des ambiances qui se sont révélées malsaines. C'est marrant qu'on en parle parce que hier, Felipe Massa, dont on parlait aussi tout à l'heure, a sorti une déclaration, je ne sais pas si tu l'as vu, où il expliquait justement que Fernando Alonso ne voulait absolument pas toucher au simulateur, que c'était Massa qui se payait tout, qu'Alonso disait « Oh, le simulateur, de toute façon, on s'en fout, ça ne sert à rien », et que Massa, lui, estimait que si, en 2010, la Ferrari est aussi forte en fin de saison, c'est parce qu'il a fait tout ce travail en simulateur. Et tu vois, ça, c'est un exemple typique qui me laisse penser que si Alonso avait produit certaines démarches supplémentaires de travail au sein de l'équipe, je pense que son palmarès serait beaucoup plus charnu. Je donne un autre exemple. Je pense qu'on sous-estime Japon 2015, quand il fait son GP2 Engine, qui fait rire tout le monde aujourd'hui, parce que c'est le mec, Alonso, il est corrosif, quoi. Donc, du coup, ça plaît d'entendre ce genre de choses, de voir ce genre d'image, parce que ça casse un petit peu avec le côté lisse de la Formule 1. Mais je suis persuadé que ça a eu un impact direct sur l'état et le niveau de développement de Honda par la suite, en termes de pression. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de regarder, d'écouter tous les motoristes. Une partie des motoristes de chez Honda, qui, une fois qu'ils se sont retirés du projet McLaren, ont un peu délié leur langue et ont dit, en gros, Fernando Alonso, des fois, c'était un peu limite. Niveau pression, on avait un peu de mal. Et il suffit aussi d'écouter tous les gens, une bonne partie des gens qui ont travaillé avec lui, et pareil, dont les langues se sont déliées dans les médias après ses départs de chez Ferrari, de chez McLaren, de chez Alpine même, et qui expliquent justement le côté un peu toxique du pilote et l'impact que ça a pu avoir sur la motivation des équipes et sur le niveau de performance aussi. Je suis persuadé que quand tu regardes la carrière de Fernando Alonso et que tu vois qu'il y a 2 championnats qu'il aurait pu gagner, entre guillemets, parce que ça s'est joué à 2 ou 3 points, 3 même, 2007, 2010, 2012, je suis persuadé que si le comportement d'Alonso à certains moments précis de ces saisons-là avait été un petit peu plus clean, il serait quintuple champion du monde. J'en ai aucun doute. Peut-être grâce à lui que Red Bull est à ce niveau en ce moment. Oui, sans doute. Et puis même, mais au-delà... Via Honda, je précise. Hein. Au-delà Puisqu'Honda est aujourd'hui un des meilleurs motoristes, enfin, ils sont plus vraiment là, mais ils sont toujours là. Alors attention, que tu me comprennes bien, je ne dis pas que c'est de sa faute s'il n'est pas quintuple champion du monde. Je dis simplement qu'il y a toute une combinaison de facteurs, et dans cette combinaison de facteurs, tu ne peux pas enlever Fernando Alonso. Pour moi, ça, c'est pas possible. Et dernière chose là-dessus, je pense aussi que ça lui a empêché de saisir certaines opportunités. Quand tu écoutes encore aujourd'hui Christian Horner et Helmut Marko parler de Fernando Alonso, c'est genre hors de question que Fernando Alonso, qu'une personnalité comme Fernando Alonso avec son passif intègre l'équipe. Je pense qu'aussi ça lui a empêché de saisir certaines opportunités, et c'est bien dommage. Je pense que j'aurais du mal à aller dans l'autre sens, parce que effectivement, quand tu regardes les saisons où il est passé à 2 doigts, en 2007, il y a cette histoire avec McLaren, même si chez McLaren, je pense que c'est encore différent, parce que j'aurais du mal à lui imputer toute la faute. Puisque chez McLaren, c'était clairement compliqué avec Lewis Hamilton et McLaren qui commençait vraiment à tirer dans son sens, Lewis Hamilton. En 2010, il y a cette histoire de simulateur que j'avais pas entendu, et même si Massa en ce moment il est vraiment dans une démarche où il tire sur tout le monde et il est plus blessé qu'autre chose, on va dire. Mais je veux dire, il n'y a pas que lui qui le dit, tu vois. Non, il n'y a pas que lui. Qui est mort il y a pas très longtemps. Non, mais de toute façon, moi-même, j'ai déjà entendu, j'ai parlé avec des gens qui ont bossé avec lui et qui disaient que c'était extrêmement compliqué de bosser avec lui à certains moments, et que ces certains moments avaient forcément un impact sur les variables d'un championnat. Un championnat, c'est une équation à de multiples variables, et peut-être qu'il y a des petits détails qui font que, et je pense que quand tu as un pilote comme Fernando Alonso qui est aussi, on va dire, bon, parce que c'est un monstre en termes de pilotage, tu le disais, c'est vraiment un génie, tu vois ce qu'il fait avec ses voitures, l'adaptation, l'expérience, enfin, c'est factuel, tu vois, il n'y a pas de débat là-dessus. Et ben, le ruissellement que son comportement a pu avoir, c'est peut-être ça au final qui fait que, comme tu dis, il passe à 3 points, parce qu'en soi, on peut dire il n'a pas de chance, tu vois, en 2010, il n'a pas vraiment de chance, parce que, alors qu'il peut finir 5e, Ferrari se trompe dans la stratégie, la met sur Weber, et derrière c'est lui qui paye. En 2012, il fait la meilleure saison, enfin il fait beaucoup d'erreurs en 2012 quand même, hein, mais il fait la meilleure course au Brésil possible, tu vois, il peut pas faire mieux que ce qu'il fait.
Et Vettel qui s'accroche au début, au début du Grand Prix, n'a aucun dommage sur sa voiture, alors que c'est un accrochage qui aurait dû lui. Tu vois, et il y a plein de choses dans la course qui font que. Après, voilà, il a fait des erreurs cette année-là, il avait fait aussi des erreurs en 2010. C'est rare qu'on voit une saison pour Alonso à la Max Verstappen, en vrai, parce qu'il y a toujours eu quelques erreurs qui ont été faites, sous la pluie en général, notamment à Spa. Il y en a eu, tu vois. Après, en 2012. Non, 2012, c'était parfait. Non, mais non, parce qu'il y a quand même une erreur, je crois. C'est pas. Il y a un moment donné où je me souviens plus exactement de toute la saison, mais peut-être tu t'en souviendras mieux que moi. Mais en 2012, c'est vrai qu'il a pas de chance à Suzuka avec Raikkonen. Ouais. Il a pas de chance à Spa. Ah non, à Spa en 2012, c'était l'accrochage avec Grosjean. 2012, tu peux avoir un petit doute sur le Japon où tu te dis bon, est-ce que c'est vraiment Raikkonen qui ou est-ce que je pense qu'on peut avoir ce petit doute. C'est un incident de course. 2010 par contre, je trouve qu'il fait quand même pas mal. T'as raison, c'est en 2010. Mais Vettel aussi en fait énormément. Vettel, c'est hallucinant le nombre d'erreurs qu'il fait. Il mène pas le championnat du monde avant de le gagner. Donc ce que tu dis en vrai est absolument véridique. Enfin, par rapport à lui, et j'aurais vraiment encore une fois du mal à aller à l'encontre de ce que tu dis. C'était dur pour nous en fait. Tu vois, moi je suis depuis toujours. Moi j'ai commencé avec Alonso. Enfin, non, j'ai pas commencé avec Alonso, j'ai commencé beaucoup plus tôt qu'Alonso. Mais quand il est arrivé, justement, il a mis fin à l'hégémonie, un peu comme c'est le cas de Manu, tu vois, par exemple. Je suis devenu instantanément fan. En plus, il est espagnol. Moi j'adore les sportifs espagnols, je suis d'origine espagnole. Voilà, c'était vraiment le gars qui répondait à ce que j'attendais. Je trouvais que sa trajectoire était incroyable, tu vois. Bien sûr. Depuis le début, depuis 2003. Enfin, il est arrivé en 2001, mais. Depuis son arrivée, sa trajectoire était folle avec Renault en plus, la voiture bleue et jaune, c'était magnifique, tu vois, j'étais vraiment content. Mais c'est vrai que quand tu vois la trajectoire où il part chez McLaren, bon, il faut au final le meilleur choix parce que c'est la meilleure voiture avec la Ferrari. Il se passe ce qui se passe, il revient chez Renault en 2008, il est incroyable sur ce qu'il fait, même si bon, il y a Singapour. 2008, il est incroyable en 2008, 2009 c'est dur, il va chez Ferrari, il gagne la première course avec Ferrari, tu dis ouais, ça y est, il va y arriver. 2011 ça marche pas, 2012 avec une voiture qui fait P4 derrière Lotus, il fait quelque chose d'incroyable. 2013 c'est compliqué, et puis là 2014 il est avec Raikkonen. Je fais la parenthèse sur 2014, je trouve que 2014 c'est peut-être la meilleure saison de Fernando Alonso. Oui. Il suffit de regarder, pour ceux qui sont curieux là-dessus, il suffit de regarder les on-board de cette voiture qui glissait absolument partout et les prouesses que Alonso faisait avec. Je me rappelle de Silverstone en 2014, peut-être que tu as vu tous les on-board de cette course, mais il est phénoménal. La voiture glisse partout, il remonte, on ne sait pas comment. Ouais. Voilà. Ce que je trouve fou vraiment, c'est que c'est vraiment un des mecs qui arrive à tirer la quintessence de sa voiture, mais comme tu dis, avec l'argument c'est pas un grand champion, c'est qu'il a fait des erreurs, on va dire, hors piste, globalement, que ce soit politiquement, que ce soit voilà, dans les relations, dans le relationnel. Il les a répétés. Qui font que peut-être. Et il les a répétés. Donc, c'est peut-être c'est sûrement quelque chose qui lui a coûté et voilà, qui lui coûte encore aujourd'hui parce que ce qu'il fait à 42 ans, c'est juste incroyable. Mais tu vois, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que si tu regardes le verre à moitié plein, tu peux te dire que ça le met dans une situation où il est obligé de courir pour des projets entre guillemets un peu secondaires. Ouais. Mais ça permet de voir le magicien que c'est. Tu vois, d'une certaine manière, Max Verstappen gagne tout. Là, actuellement, on sait que c'est un magicien, mais on a tendance à l'oublier parce que la saison 2023 nous a anesthésiés d'une certaine manière, tu vois. Alors que Fernando Alonso, il rappelle en permanence ce qu'il est capable de faire. Brésil, par exemple, sa défense face à Sergio Pérez, tout ce qu'il a fait en début de saison, c'était phénoménal. Et en gros, le fait de le voir se débattre avec du matériel qui n'est peut-être pas à la hauteur de la gagne, permet encore une fois de nous rappeler à quel point c'est un magicien. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, je suis pas mécontent aussi de le voir à ce niveau-là, de le voir nous montrer ce qu'il est capable de faire avec une voiture compétitive, mais pas dominatrice, parce que là, on voit que le pilote fait la différence. J'aimerais vraiment le voir dans une voiture comme ça, mais je pense que ça n'arrivera pas. Je ferme la parenthèse Fernando Alonso, mon cher Jérém. Ouais. Et j'ai envie de te lancer sur un truc parce que je le sais pas en fait, je crois. J'ai pas la réponse à cette question. Et je vais te demander quelle était l'équipe que tu supportes en Formule 1. Il n'y en a pas. En fait, j'ai soutenu les équipes de Formule 1 en fonction des pilotes que j'admirais. J'ai soutenu très longtemps Ferrari entre Michael Schumacher, Felipe Massa, Sébastien Vettel quand ils y sont tous passés. J'avais vraiment une fixette Ferrari à ce moment-là. Mais il y a d'autres écuries, sans être littéralement fan, il y a des écuries que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur, parce qu'encore une fois, elles font appel à l'enfance et parce qu'elles font partie vraiment des meubles et de l'histoire de la Formule 1 et que je trouve vraiment
Ouais, iconique. Je pense à Williams, par exemple. Ouais. Williams, c'est une écurie que je rêve de voir réussir actuellement. On sait que c'est toujours un peu compliqué, même si le repreneur a porté le niveau d'ambition un petit peu plus haut que ce qu'il était, mais vraiment, Williams, par exemple, c'est une écurie familiale et tout, c'est vrai que c'est beau. Que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup pour le coup. Voir le retour de McLaren, tu vois, cette année, a été vraiment un vrai plaisir pour moi aussi, parce que c'est une écurie qu'on pressentait, qu'on imaginait être dans les tréfonds de la Formule 1 il n'y a pas si longtemps que ça, et de voir le redressement non seulement en termes de performance, de voir le line-up qui se complète bien, de voir une écurie finalement qui se débat contre vents et marées, contre notamment une situation financière chez McLaren qui est très difficile encore aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment, vraiment admirable pour le coup. Moi, tu vois, McLaren, honnêtement, si tu me devais, alors à part Alpine, parce qu'Alpine Alpine c'est Renault, et Renault c'était vraiment avec Fernando Alonso mon équipe préférée à l'époque. Vraiment, moi j'ai une fascination pour McLaren. J'ai une fascination pour McLaren. Alors moins aujourd'hui, on va dire, parce que c'est pas la même chose qu'avant, mais le McLaren des années 80-90, je trouve ça incroyable en fait comme équipe. Ça, en fait, j'ai toujours aimé cette équipe, j'ai toujours trouvé que cette équipe était folle. Bon, il y a eu Alonso chez McLaren aussi à un moment donné, donc j'étais pour McLaren à cette époque-là, tu vois. J'ai switché aussi avec mon pilote, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu regardes avec le recul et quand tu grandis un peu, en fait, quand tu fais grandir ta culture F1, moi, la période Prost Senna, même la période Prost Lauda, tu vois, ces années-là, milieu des années 80, années 90, je suis fasciné par cette période, quoi. C'est vraiment une équipe incroyable, McLaren. C'est une équipe incroyable, et puis c'est surtout qu'elle a eu tellement de trous dans la raquette pour finalement revenir à chaque fois alors qu'on la pensait morte. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est qu'il y a ce côté phénix, quoi, qui correspond bien avec la couleur actuelle d'ailleurs un peu. Mais il y a ce côté renaissance qui perdure, et c'est absolument fascinant. Donc aujourd'hui c'est avec Norris et Piastri. Hier c'était avec Hakkinen et Coulthard, tu vois. Mais ça, je trouve ça fabuleux. Et je reviens juste sur Williams. Tu vois, il y a une période chez Williams récente que j'ai beaucoup aimé. C'est la période entre 2014 et 2016 où ils bénéficient du moteur Mercedes V6 qui est supérieur à la concurrence. Et Williams, qui était dans les tréfonds du classement en 2013, qui avait marqué 4 petits points avec Valtteri Bottas, qui était dans une situation financière catastrophique, se retrouve avec un super bon moteur et un partenariat avec Martini qui les repropulse un petit peu à l'avant du peloton. Et ça, c'était magnifique à voir aussi d'une certaine manière, avec Massa et Bottas qui ont quand même vraiment bien permis à cette écurie de s'installer un petit peu, de prendre en légitimité pendant 2-3 ans avant que ça recoule. Et là, on espère que ça va remonter un petit peu, mais voir ce que fait Alex Albon avec cette voiture, qui certes n'est pas très compétitive, mais qui devient de plus en plus homogène. On l'a vu en 2022, on l'a vu aussi en 2023. Elle est de plus en plus compétitive, quel que soit le circuit. Et ça, c'est vraiment admirable à voir. Alors sans doute que le budget capé est en train de produire son effet. Peut-être que la réglementation version 2022 est aussi en train de produire son effet en faisant en sorte que les performances se rejoignent un peu. Mais ça, c'est sublime à voir. Et j'espère que pour Williams, la pente sera ascendante encore. C'est vrai que la trajectoire est vraiment intéressante pour Williams. Et j'espère aussi en vrai. J'espère aussi que ça va remonter parce que c'est une équipe historique. Enfin, c'est incroyable Williams. D'ailleurs, j'avais vu, il est plus sur Netflix maintenant, mais il y avait un reportage sur la famille Williams qui était extrêmement intéressant et qui revenait sur les débuts, notamment de Frank Williams, le fait que, en fait, qui revenait sur la F1 de l'époque, et tu vois que ça a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir. Avant, c'était des gentlemen qui faisaient la course, tu vois. Enfin bon, je ferme la parenthèse Formule 1 pour aller sur la parenthèse entertainment. Jérém. Divertissement, ça veut dire divertissement en français. D'accord. Parce que en fait, j'ai découvert en te connaissant un peu que tu étais un grand imitateur. Mais je rigole même pas. Genre le gars a du talent en fait. Je voulais savoir. Bon, je vais pas forcément te demander d'en faire. Tu nous imites quelqu'un ou quelque chose si tu en as envie, bien entendu. Mais j'aimerais beaucoup que nos téléspectateurs, le mec se croit sur TF1, que nos auditeurs, que nos viewers puissent apprécier ce moment parce que c'est vraiment incroyable. Mais justement, est-ce que Lance Stroll veut nous dire quelque chose? Yeah, I think Lance Stroll is able to speak because, I got a few points here and there in the back. So, if you want to impress Lance Stroll, you need to do this with your tongue, you know.
this amazing thing. Tu sais qu'il le fait souvent, ça, le coup dégueulasse avec la langue, là. Les gars, Uh, en fait, on a un mec qui a bossé. Et je savais pas que j'aurais en fait pas du tout besoin de te demander de le faire en fait. yes. En français, ça donne quoi, Lance Troll? Oui, bah, j'ai pas eu le bon voiture. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'était un peu chez du départ. Donc, bon, yeah. Mais c'est pas assez laconique, hein. Week-end de merde. Week-end de merde. C'est pas assez laconique. Normalement, il renvoie chier Oui, les oui, gars. oui. J'aime beaucoup. Honnêtement, bah après, on en a beaucoup. Hein. On a du Daniel en F1, on a du Daniel Ricciardo. Yeah. On a pas mal de choses. Je sais plus, il y a qui d'autre en fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, Brice Germain, qui est un excellent imitateur, Oui. en fait, on a des imitations qui se complètent très bien. Il sait faire des choses que je sais absolument pas faire, et je sais faire des choses que manifestement il sait pas faire. Donc ça, c'est super cool parce qu'on peut avoir des conversations un peu lunaires entre je sais pas, Jacques Chirac et Emmanuel Macron qui commentent la Formule 1. C'est très Ou bien. encore plus lunaire, Daniel Ricciardo qui parle français avec Jacques Chirac qui parle anglais. Faudrait lui Ça, demander. c'est beau, ça, c'est très très beau. Tu peux nous faire autre chose que de la F1 ou pas? Non, là, j'ai peur de me planter, quoi. Ok, on ira pas là-dessus. Mais du I'm coup, gonna bon. build a great wall. Non, Putain, il est bon, il est bon. Thank you so much. Il est bon. Pas de soucis, Donald. On fait comme ça. Ça vient d'où ça? Tout petit aussi, tout petit, mais j'adore ça. J'adore recopier ce que font les gens. Ok. Voilà. Désolé, C'est tout je sais pas quoi dire. Hein? Mais parce que comment t'as commencé? Genre, est-ce que tu te regardes dans la glace, tu fais des imitations? Enfin, comment tu fais? Alors, C'est quoi? Enfin, ça vient d'où et c'est quoi le? Alors, ça a commencé avec l'ophtalmo que j'ai vu pour la première fois quand j'avais 5 ou 6 ans, parce que j'avais un mini strabisme à l'époque qu'il fallait corriger avec notamment des lunettes. Et en fait, c'était la caricature de l'aristocrate parisien. C'était hallucinant. Et donc, du coup, je me faisais une joie de l'imiter, de faire un spectacle devant mes parents chaque matin. Et ça a commencé comme ça. Et depuis, c'est vrai que observer les mimiques des gens, observer les tics de langage des gens, observer les tics tout court des gens, sachant que moi, j'en ai beaucoup des tics, bah, ça me fascine. C'est un truc que j'adore faire et essayer de les reproduire. Donc, Lance Stroll n'échappe pas à la règle, mais bon, c'est vrai que. Moi non plus, je crois. Ouais, toi non plus, ça c'est sûr. Tu te mets en commentaire? Jérém, faut savoir que Jérém prend un grand plaisir à m'imiter. Ouais. Ce que je trouve drôle. En vrai. Ouais, bon, il se vexe une fois sur deux. Je l'ai vu pleurer une fois. Malheureusement, j'ai essayé de le consoler, mais ça n'a pas suffi. Il m'a dit, mais tu me casses. L'imitation est la plus grande des formes de flatterie. Eh ben exactement. C'est-à-dire que tu es iconique, Lucas. Bah, ça me fait rire, je vais pas le faire un petit coup. Toi, Lucas, tu nous dis, j'ai pas regardé le Grand Prix. J'en ai ça faudra biper aussi. Non, je pense que Brice le fait mieux. Mais Brice se régale aussi. Ah, mais Brice, c'est son dada, ouais. Effectivement. Très bien Jacques Chirac, Brice. Oui, Chirac, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Moi, des fois j'ai l'impression de commenter à côté de Jaco. Hors contexte, frérot, mais. Aimait-il la Formule 1? Je sais que François Fillon adorait ça, oui. ou adore ça, il est toujours de ce monde. Oui. Mais Jacques Chirac, je sais pas, faudra vérifier. On demandera à Bernadette. Oui. Ce podcast est en train de partir en cacahuète, frérot. Bon, ben. Voilà. Bon, ben voilà. Écoute, est-ce que tu aimerais aller plus loin avec cette passion? T'as jamais pensé à faire du stand-up? Je suis. Ah non. Je pensais que tu parlais de la Formule 1 là. Bah non, mais pourquoi pas? Bah quoi? Bah non. Non. Il y a du talent. Je pense pas être quelqu'un de très drôle, donc en fait. Ah bah trompe-toi. Imiter, c'est une chose. Faire rire les gens, c'est autre chose. Attention. Bah, tu nous as beaucoup fait rire avec tu sais que les imitateurs, par exemple, les imitateurs auxquels tu penses, là, genre les Marc-Antoine Lebré et les Laurent Gérard, les Canteloup, ouais. Ils écrivent pas leurs textes. Hein. Enfin, ils écrivent une partie, mais ils ont. Ils structurent quand même. Ils structurent un peu, ils font des choses, mais ils ont un vrai auteur à côté qui les aide. Mais quoi, moi j'ai pas du tout vocation à faire ça. Je fais ça juste pour me marrer. Quand t'es dans une ambiance Formule 1, ouais, bon, tu fais Lance Stroll, tu fais yes, t'es content, tu vois. mais ça s'arrête là, quoi. Bon, je suis déçu. T'es déçu, hein. Bah, je m'attendais à. Mais je ferais peut-être une vidéo imitation. Oui, bah, au moins, quoi. Oui. Histoire de montrer aux gens ces qualités-là. Faire Gaëtan Vigneron, ça sera drôle.
Oh là 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 là, il a tout perdu, Lewis Hamilton. Et le mec te dit que faire rire les gens, c'est dur. Carlos Sainz. Ce qu'il dit pas Carlos, il dit Carlos. Je sais pas pourquoi. Faut lui demander. Voilà. Autre chose? Jérém, c'est quoi le truc le plus fou qui te soit arrivé? Le truc le plus fou qui me soit arrivé. Si ça n'a rien à voir avec la Formule 1, c'est pas grave, ça va pas embêter les gens qui nous regardent? Non. Qui nous écoutent? De toute façon, ils peuvent passer s'ils ont envie. Je les encourage pas à le faire, mais je suis sûr que ça va être intéressant en plus. J'ai fait un stage à l'ambassade de France aux États-Unis entre 2016 et 2017, et c'était pile au moment où il y a eu du coup la fin du mandat, du deuxième mandat d'Obama, la passation de pouvoir entre l'administration Obama et l'administration Trump, et le début de l'administration Trump. Et pendant ce stage-là, qui était déjà fou, parce que j'étais en section de presse et communication, donc je devais faire des veilles pour la hiérarchie du ministère des Affaires étrangères, pour qu'ils s'imprègnent bien des élections américaines et de l'ambiance et de la façon dont c'était traité dans les médias audiovisuels. Donc je devais faire ça 3 ou 4 fois par semaine. En plus de ça, mon tuteur un jour, que je salue s'il m'écoute, mon tuteur qui était diplomate à l'ambassade, m'a tendu un trépied, une caméra exactement comme celle-là. Il m'a dit bon, en fait, on a un désistement, il faut que tu ailles au département d'État, donc c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, pour filmer une conférence de presse avec Jean-Marc Ayrault, qui était le ministre des Affaires étrangères en France, et John Kerry, qui était le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, parce qu'il y avait une rencontre entre les deux pour essayer d'impulser une résolution au niveau des Nations Unies, parce qu'il y avait le drame d'Alep à l'époque, en Syrie, qui était une ville martyre qui a été bombardée un peu partout. Et donc je me suis retrouvé, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma journée, je me suis retrouvé avec mon trépied devant le département d'État, jeune Jérémy Gauthier de 24 ans, tout tremblotant. J'ai posé mon trépied et j'ai vu la conférence de presse se dérouler devant mes yeux. J'étais quasiment tout seul dans la pièce. C'était un peu fou comme moment. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as travaillé le personnage Trump? C'est possible, ouais. C'est à partir de ce moment-là, parce qu'on le voyait quand même beaucoup dans les médias. C'est pas très étonnant, mais c'est vrai. En tout cas, c'est une folle histoire. Ouais. J'aurais pas dit. Bah ouais, mais en fait, tu sais, figure-toi que je voulais être diplomate à l'époque. En fait, j'ai fait mes 2 années à l'IRIS, et fort des 2 stages que j'avais fait en consulat et en ambassade, parce que j'adorais les relations franco-américaines, c'est vraiment une passion que je nourris depuis assez longtemps aussi, tu vois, une autre passion. J'ai passé les concours de la diplomatie une fois. Je me suis inscrit 2 fois, je les ai vraiment passés une fois. Et puis je me suis rendu vite compte que c'était pas vraiment dans les plans que je voulais, parce que pour un diplomate, disons qu'il faut s'inscrire dans un moule technocratique que j'étais pas vraiment embrassé. Tu vois, je donne un exemple très simple. Le ministère des Affaires étrangères en France s'appelle le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 2014. Rien que ça me pose problème, parce que je suis pas un eurosceptique, mais je suis très critique sur les questions de construction européenne depuis 30 ou 40 ans. C'est des choses qui me perturbent, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien réfléchir, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien être critique. Et typiquement, si tu es un petit peu dans ce raisonnement-là, quand tu es devant ta copie pendant les épreuves du concours, bah, très vite tu te sens en décalage par rapport à ça. Tu sens que ça ne te correspond pas, et donc du coup j'ai révisé une bonne fois. J'ai commencé à réviser en vue de la 2e session, et je me suis senti totalement démotivé, parce que c'était pas croyais pour moi. J'y croyais pas. En fait, voilà, c'est exactement ça. Pour un diplomate, il faut y croire. Est-ce que faut croire en la politique étrangère française, et c'était pas mon cas. Est-ce que c'était un rêve à la base de faire ça? C'était une ambition plus qu'un rêve, parce que le dernier stage que j'avais fait en diplomatie, le fameux tuteur dont je te parlais, m'avait énormément inspiré, m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Et donc du coup, je m'étais convaincu que je voulais. Enfin, c'est pas que je m'étais convaincu, mais je me suis dit c'était une possibilité. Et lui, il m'a juste dit, bah en fait, aie confiance en toi, tente, tu verras. Et donc du coup j'ai tenté, et je me suis tout simplement dit que c'était pas fait pour moi pour les raisons que je t'ai expliquées, mais parce qu'aussi la F1 grattait à la porte aussi derrière, et que je me suis dit voilà, faut que tu choisisses ton style de vie, faut que tu choisisses un métier qui soit compatible avec le fait de faire la création de contenu sur la F1, et c'est pour ça que ma vie ressemble à celle que j'ai aujourd'hui, et j'en suis très heureux. J'aime bien, parce qu'on a parlé du parcours au début, on parle du parcours à la fin, les deux se complètent, c'est cool. La boucle est bouclée. Et en parlant de rêve, on va revenir à la F1. Ouais. Qu'est-ce que tu rêverais de faire en Formule 1 que tu n'as jamais fait?
j'aimerais beaucoup, mais rien qu'une fois, voir ce qui se passe de l'autre côté de ces portiques qui t'amènent au paddock. Rien qu'une fois. Je m'adresse à la bonne personne parce que je sais que tu l'as déjà fait. Ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais réaliser au moins une fois dans ma vie. Ça se trouve, je vais ressortir de là, je vais être déçu, je vais me dire, oh bon, c'est du gratin, rien d'autre, tu vois. Mais c'est tellement un espace qui m'a fait rêver étant petit que une des raisons d'être de cette chaîne, c'est d'aboutir juste à ce moment-là où je me dis, voilà, je suis dans ce prep carré-là, je vois un pilote sortir de son motorhome, je vois Fred Vasseur à droite, je vois, je sais pas, le futur remplaçant de Laurent Rossi, je sais pas, tu vois. Je vois le paddock qui grouille, qui s'agite, les pneus qui sont sortis, les couvertures chauffantes, passer dans la ligne des stands, ça c'est un truc juste au moins une fois. Accordez-moi ça et je serai très heureux. À bon entendeur. Et comme dirait, à bon entendeur. et à ce moment-là, comme dirait, comment il s'appelait le commentateur de foot à l'époque Lequel de TF1. Ah oui, oui. Je peux mourir tranquille. Non, à partir de ce moment-là. putain, comment il s'appelle Thierry Roland. Thierry Roland, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et après ça, on peut mourir tranquille. Après ça, on peut mourir tranquille. J'aime Exactement. beaucoup cette phrase. Si on te replaçait au moment où tu lances ta chaîne YouTube, tu te dirais quoi? Vas-y mon gars, parce que vraiment ça vaut le coup. Tu vas avoir une tonne d'amour déjà. Tu vas partager ta passion. Tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu n'as pas pu exprimer étant petit. Et tu vas pouvoir progresser sur plein d'autres domaines que tu n'imagines pas encore. C'est-à-dire que faire une vidéo, c'est une chose, mais la promouvoir, c'en est une autre. Mieux parler de Formule 1 après, c'est encore autre chose. Mieux écrire. Mieux monter, améliorer son expression orale, son articulation. J'ai progressé sur plein de trucs. Donc je me dirais, vas-y, c'est génial, ça vaut trop le coup. Et en plus, dernière chose, tu vas rencontrer des super personnes. Parce que je ne vais pas te faire de la lèche, mais je suis bien content de t'avoir rencontré, ça c'est la première chose. Et puis Manu, Brice, je l'ai très peu vu jusqu'à présent, mais Manu, ça a été une grande rencontre aussi, parce que je me suis mis à commenter des Grands Prix avec lui en direct, ce qui était un rêve absolu. Alors évidemment, on n'a pas les droits, on est sur Winamax, etc. Mais c'est un truc que je mimais, que je faisais étant petit, très souvent quand je jouais à Formula One 98, des trucs comme ça, et que je ne m'imaginais pas faire. Et que cette chaîne m'a apporté ça, m'a apporté ce tremplin pour être devant une console avec des écrans un peu partout, avec un micro et une option pour commenter des passes d'armes. Ouais. Et rien que tu vois, c'est un truc totalement narcissique que j'ai fait, mais la première fois que j'ai commenté avec Manu, je suis rentré chez moi, j'ai repris l'audio de Winamax, je les ai calés sur les images de F1 TV sans les commentaires. Et je me suis réécouté et j'ai eu les boules. Franchement, j'étais à deux doigts de pleurer parce que je me suis dit, mais là, t'as réalisé un rêve là. Alors, j'ai peut-être mal fait, j'ai sans doute mal fait, j'ai énormément de choses à apprendre, tu vois. Mais c'était trop bien, quoi. Franchement, c'est un rêve devenu réalité. Et en plus, quand tu travailles à côté d'un mec aussi pro que Manu en commentaire, un, t'emmènes pas large, mais deux, t'essaies de montrer les muscles en disant, moi aussi, je peux le faire. Tu vois. Donc, ça, c'est génial. Donc, ouais, les rencontres, les expériences. Ouais, je me dirais, vas-y, fonce mon gars, tu vas pas le regretter. Je pense que j'aurais potentiellement la même réflexion que toi. C'est vrai que des rencontres de ouf, des choses que j'aurais jamais imaginé faire avant. C'est vrai que je suis exceptionnel. Ouais. tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, c'est vraiment cool, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, on a beaucoup de chance de faire ça. Il y a beaucoup de travail aussi, clairement, il faut le dire aussi. Hein. Beaucoup de travail, comme sûrement les gens qui nous écoutent l'auront compris, mais le savent en général. On le sait, on nous le dit beaucoup en commentaire, hein, qu'il y a beaucoup de travail sur les chaînes et que voilà, on dirait pas comme ça, mais que c'est chargé. Tu l'as expliqué tout à l'heure. En tout cas, Jérém, c'était cool. J'invite les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont vus, à aller suivre notre ami ici, la chaîne F1 La Loupe, sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram. Sur Instagram, mais je suis pas. Pour avoir les nouvelles. Ouais, pour avoir les nouvelles, exactement. Pour avoir les assets visuels, on va dire ça comme ça. Voilà. On remercie tout le monde, on te remercie, on remercie Antoine, on remercie les gens qui nous regardent, les gens en commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous.
Et voilà, merci. Merci à tout le monde, merci Lucas, ça m'a fait très plaisir de passer Grand plaisir. ce petit temps avec toi. Salut tout le monde, et puis suivez-moi si vous aimez la Formule 1, si vous êtes curieux, si vous êtes ouvert d'esprit, mais allez-y, faites-vous plaisir. Et je vous accueillerai avec grand plaisir aussi. Ça fait 2 fois plaisir. Et 3 fois, ça fait plaisir. Ciao. Salut.